Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous avez travaillé au FMI, il faut le dire, à l'OCDE, vous êtes membre du cercle des économistes et vous publiez Trump et nous, comment sauver l'Europe et la France aux éditions Odile Jacob. Déjà un mot sur la tournée de Trump au Proche-Orient, au Moyen-Orient la semaine dernière. Est-ce que c'est un succès? La Maison-Blanche a fanfaronné et trompetté 3500 milliards de dollars de contrats signés. Choose France, cette semaine, c'était 37 milliards. Toute proportion gardée. Alors, Trump, matin, midi et soir, crée des succès hors normes à l'image de Moïse. Donc, c'est pas crédible. Par ailleurs, il y a déjà des réactions de princes et autres autorités du Moyen-Orient qui disent il est venu pour se faire valoir. C'est pas il y a eu des critiques contre sa personne parce qu'on sait qu'il est attiré par ce qui brille. Donc, pour ce qui est des contrats, alors vous faisiez la liaison avec Choose France, même si ce n'est pas les mêmes nombres. Choose France, c'est des promesses d'investissement, c'est pareil pour Trump. Donc, est-ce que ça va se matérialiser ou pas? C'est une question, d'autant plus qu'un certain nombre de ces contrats sont des contrats sur plusieurs années. Sur 10 ans, souvent. Voilà, et les gens... Ils doivent se dire, il y a une élection dans 1 an et demi aux États-Unis, on verra après si on met en œuvre ou pas. Ouais. Donc finalement, surtout, que ce soit d'ailleurs Choose France, les 37 milliards d'euros annoncés d'investissement étranger en France, ou les 3500 milliards de dollars de contrats signés par Donald Trump, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, les vrais chiffres, c'est quoi? On enlève 1 zéro, on enlève 2 zéros, on fait quoi? Alors dans le cas des 37 milliards pour la France, c'est des projets précis qui n'auront pas un impact massif sur la création de richesses parce que, vous le savez, sur les 37 milliards, il y a 17 milliards d'intelligence artificielle qui viennent pour chercher des électrons pas chers et stables puisque nous avons de l'énergie nucléaire. Donc ça, je pense que ça va être mis en œuvre parce que c'est l'intérêt des entreprises. Il y a d'autres investissements qui sont des extensions d'entreprises existantes. Donc sur les 37 en France, on peut quand même espérer que 80% sera réalisé. Mais dans le cas des États-Unis, si compte tenu de la nature des contrats qui sont très différents, c'est des engagements d'investissement sur le long terme aux États-Unis, quand on fera le bilan dans 10 ans, si on dépasse 50%, ça sera miraculeux. Bon, Donald Trump, il faut en parler. On l'a largement commenté ici, qui a reculé, on le sait, face à la Chine, qui a offert des concessions au Royaume-Uni. Tout ça, on le sait, est vrai. Mais en même temps, les droits de douane, quand on regarde, américains, ils sont passés entre l'avant et l'après. Là, pour l'instant, on était à 2,5 avant, les surtaxes douanières de Trump. On est à 14% en moyenne maintenant. On est au plus haut depuis les années 30. Dans quelle mesure, en oubliant les superlatifs, en disant qu'on change d'air, on change de monde, mais est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça change pour le commerce mondial, pour l'économie mondiale ? Alors, ça change les décisions des investissements des entreprises. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises japonaises qui vont augmenter leurs investissements aux États-Unis pour continuer de vendre leurs voitures. Les Allemands font la même chose, que ce soit BMW ou Mercedes, augmentent la production de véhicules à partir des États-Unis. Je pense qu'eux aussi vont jouer la montre en se disant qu'est-ce qui se passera après Trump, même s'il est vraisemblable que la politique de Trump sera continuée après, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que Biden avait continué la politique commerciale de Trump 1. Donc il est possible que même si c'est un démocrate après Trump 2, il continue la politique de Trump 2, sauf, et ça on le saura dans quelques mois, si ça conduit à une hausse des coûts de production, mais surtout une hausse de l'inflation des ménages américains, qui ferait en sorte que, à partir du moment où droit de douane pour l'électeur américain équivaudra à inflation, ça sera le principal frein. Donc on n'en est pas là, parce qu'actuellement on est dans une conjoncture spéciale puisque les prix de l'énergie baissent fortement, notamment le prix du pétrole qui est très important pour les Américains qui circulent beaucoup en voiture. Donc le prix du gallon d'essence baisse. Donc les Américains, l'augmentation des coûts des produits importés est compensée actuellement par la baisse des prix de l'énergie. La vraie question, c'est
sur sa politique d'immigration. Sa politique d'immigration, il veut... On en parle un peu moins, là. Voilà, mais il avait annoncé qu'il voulait mettre dehors les immigrés illégaux. Alors, les immigrés illégaux aux États-Unis sont estimés à 15 millions et les immigrés illégaux dans la force de travail, c'est à peu près 8 millions. Donc, ça représente approximativement 6 ou 7% de la force de travail américaine, mais en réalité, ils sont concentrés dans un certain nombre de secteurs. Ces immigrés illégaux, c'est 40% des travailleurs dans l'agriculture, mais c'est 30% des plâtriers et des peintres. Donc si vous virez ces gens-là, vous bloquez la construction. Donc il est vraisemblable que ce qu'il est en train de faire, c'est de casser les flux. Apparemment, il est en train de réussir sur les flux. Il reste les stocks. Mais il reste le stock et sur le stock, je pense qu'ils vont laisser tranquilles les travailleurs intégrés et ils vont s'attaquer à ceux qui sont liés à des mafias colombiennes ou vénézuéliennes. Alors pour mondial, qu'est-ce que ça change d'avoir les droits de douane multipliés par, on va dire, 6? Alors, il y a d'abord un aspect psychologique parce que la politique de Trump, elle a consisté à cogner très violemment sur ses alliés. Comme vous l'avez dit en introduction, il est en train de revenir sur les droits de douane sur la Chine. Alors, il ne reviendra pas complètement. On anticipe qu'il reviendra à 30 ou 40% et que les Chinois... On est à 30 aujourd'hui, là, voilà. Pendant 90 jours. Voilà. Mais il va peut-être monter à 40, certains disent 50, enfin on ne sera pas à 145. Les Chinois, en contrepartie, mettront peut-être 10 ou 15. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a un différentiel, mais aussi en volume et en valeur. Les exportations américaines vers la Chine, c'est le tiers des importations venant de Chine. Donc les Chinois n'ont pas intérêt à casser le business. Donc c'est pour ça que vraisemblablement, même s'il y a une taxe de 30%... Ils n'ont pas intérêt, pardon, je coupe, ils n'ont pas intérêt, les Chinois, à casser le business, mais c'est bien Trump qui a rétropédalé. Hein. Oui, c'est Trump qui a rétropédalé parce que notamment il s'est rendu compte que les importations d'électronique étaient nécessaires aux États-Unis. C'est pour ça qu'il pousse la production locale. Mais surtout, les Chinois ont trouvé déjà les moyens de contourner les droits de douane américains. Comment ils font ? Alors, vous pouvez actuellement passer par des pays qui ont des droits de douane inférieurs à l'heure. Ouais. Il suffit de repackager les produits. Donc, ce qui est très important, en fait, paradoxalement, sur la négociation entre la Chine et les États-Unis, c'est ce qui se passe entre les États-Unis et le Vietnam. Ouais. Parce que le Vietnam s'est fait cogner aussi, avec des droits de douane à 47, mais c'est pas raisonnable du point de vue des intérêts américains. Donc, si Trump maintient des droits de douane, mettons, à 50 sur la Chine et qu'il les rabaisse à 20 sur le Vietnam, vous aurez beaucoup de produits chinois qui vont passer par le Vietnam. Ouais. Donc, il faut attendre la fin des négociations. Néanmoins, par rapport au projet initial de Trump qui était, vous savez, il espérait obtenir 600 milliards de dollars de recettes de droits de douane. Aujourd'hui, la plupart des analystes... 100 milliards sur combien de temps ? Par an. Par an, ah ouais. Et donc, les analystes aujourd'hui aux États-Unis considèrent que s'il obtient 200, 250, c'est un maximum. Or, il est en train de faire voter une loi fiscale qui va baisser les impôts. Oui. On estime que cette loi fiscale va augmenter le déficit sur 3 000 et 5 000 milliards. Voilà. Donc, c'est pas avec 250 milliards qui peut compenser 5 000 milliards. Et ceci a déjà entraîné une hausse des taux d'intérêt sur le stock de dette américain. Absolument. Si vous avez le stock de dette, c'est 30 000 milliards. Si vous avez une hausse d'un point, c'est 300 milliards. Donc une hausse d'un point sur le stock de taux d'intérêt, on a déjà décalé d'un demi-point. Ouais. Ça coûte 300 milliards, c'est plus que ce qu'il va gagner sur les droits de douane. Sachant qu'il a déjà 10 000 milliards de charges d'intérêt. Juste, Trump, on sait qu'il veut des deals, il aime négocier, ça on a compris. Pardon, mais jusqu'à aujourd'hui, à part sur le Royaume-Uni, il n'y a aucun accord qui a été signé. En plus, le deal sur le Royaume-Uni, les autorités européennes du commerce ont regardé ce deal, c'est pas un bon deal, hein, puisque
pour le Royaume-Uni, puisqu'il maintient des droits de douane significatifs sur plusieurs productions, notamment les voitures. Donc, non, mais à part le Royaume-Uni, il n'y a aucun deal avec personne. Hein. Oui, non, mais même le deal avec le Royaume-Uni n'est pas un bon deal pour le Royaume-Uni. Donc les autres se disent, il y a de plus en plus de pays qui se disent, finalement, si le deal que je dois avoir, il n'est pas meilleur que celui du Royaume-Uni, finalement, est-ce que je ne dois pas montrer les dents vis-à-vis de Trump? Et à ce moment-là, il sera perdant. Comment l'Europe montre les dents? On sait que la Chine montre les dents parce que la Chine détient des bons du trésor américain, parce que la Chine a des terres rares et des métaux critiques, parce qu'il y a encore d'autres raisons. Comment l'Europe peut montrer des... Alors, sur les obligations détenues par la Chine, ces peanuts, ils sont à 700 milliards sur 30 000 milliards. S'ils déversaient rapidement les 700 milliards, ça entraînerait certes une hausse des taux, mais une baisse de la valeur de leurs 700 milliards. Donc c'est eux qui perdraient de l'argent, sachant que la Réserve fédérale américaine peut absolument absorber 1 000 milliards s'il faut, 2 000 ou 3 000 pour maintenir la sécurité économique et financière des États-Unis. Donc ça, c'est pas un bon argument. Sur les terres rares, c'est un très bon argument de la Chine à court terme, mais c'est en train de pousser les États-Unis et d'autres pays à investir sur la production de terres rares. Donc là aussi, à moyen terme, c'est pas un très bon argument. Néanmoins, la Chine a un pouvoir de nuisance temporairement qui est significatif parce que, comme vous le savez, il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. La Chine est en train d'investir massivement sur sa marine de guerre. Elle est en train de construire des navires de guerre qui sont au niveau des États-Unis. Ils sont maintenant avec des capacités, des missiles qui peuvent aller à 10 000 km/h et qui sont spécialisés dans la destruction des porte-avions qui sont un des éléments essentiels de la puissance américaine. Donc ça, c'est ce qui inquiète énormément les Américains. Également, la possibilité que Xi prenne le contrôle plus vite qu'on ne l'espère, pas forcément par la guerre, mais par une pression insupportable sur Taïwan, et que de ce fait, ça réduise les flux de microprocesseurs vers les États-Unis, sachant qu'ils ont beaucoup de mal à construire des usines sur leur sol. Hein. Ils veulent construire des usines pour remplacer Taïwan, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant. Alors, comment l'Europe peut montrer les dents? L'Europe peut montrer les dents. D'abord, ce que j'explique dans le livre, c'est que depuis 50 ans, l'Europe a deux responsabilités majeures, la politique commerciale et la politique de la concurrence. Elle a échoué dans les deux. Elle a échoué dans les deux parce que sur la politique commerciale, elle a été d'une naïveté totale. L'idéologie, c'était que le commerce libre sans entrave était bon quoi qu'il arrive. Sauf que quand vous avez un acteur de la taille de la Chine qui pratique des politiques contraires à la transparence, puisqu'on sait que la Chine subventionne massivement ses entreprises pour exporter. Vous savez que ça remonte à 2001. C'est quand la Chine est entrée à l'OMC, elle n'a pas signé les protocoles sur... il y a deux protocoles clés qu'elle n'a pas signés. Elle n'a pas signé le protocole sur la commande publique, qui reste fermé, alors que les Chinois peuvent vendre ce qu'ils veulent ici. Enfin, on est complètement tarés en Europe. Et le deuxième élément, c'est qu'ils n'ont pas signé l'interdiction des subventions pour casser les usines européennes. Donc la réponse pour moi, c'est d'abord que sur le commerce, le Conseil européen devienne beaucoup plus décideur avec la Commission de la politique commerciale. Alors il faut savoir également que l'Allemagne a bloqué toutes les évolutions parce qu'elle mène une politique mercantiliste depuis 40 ans. Son deal, c'était avec du pétrole russe, je vends des machines-outils et des voitures de luxe à la Chine, ça ne marche plus. Donc c'est évident depuis 18 mois. Donc on peut espérer qu'elle va... L'Allemagne est très puissante à la Commission et c'est elle qui exigeait qu'on ne prenne pas de contre-mesures face à la Chine. Ça peut-être évoluer, mais l'autre problème qu'on a évoqué déjà ici plusieurs fois, c'est que la France s'étant terriblement affaiblie sur le plan économique et stratégique, elle n'a plus l'influence de l'Allemagne sur la Commission et donc on n'arrive pas à défendre nos propres intérêts vis-à-vis de la Chine. Donc ce qu'il faut faire, c'est transformer la politique de commerce et donc la politique de la Commission européenne sur le commerce international en calquant les procédures de la Commission européenne sur le Department of Commerce des États-Unis. Je prends un exemple. Ils ont tué notre industrie des photovoltaïques.
aux États-Unis, quand il apparaît, alors même que, comme je l'évoque dans le livre, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, y compris par la Commission, qui montraient que la Chine vendait ses panneaux 80% en dessous du prix normal. Et donc, la Commission, dans ces cas-là, met d'abord quasiment un an pour faire l'analyse. Elle met en place des droits compensatoires. Comme je l'indique dans le livre, elle a suivi depuis plusieurs dizaines d'années la politique dite du droit moindre, c'est-à-dire que s'il y a un préjudice de 30%, elle met un droit compensatoire de 20%, et en plus pour une durée limitée. Les Américains, ils font quoi? Et ça arrive trop tard. Vous avez discuté avant les 2 € sur les colis en 2028. Il faut être taré. S'il faut le faire, c'est maintenant. Donc, on a un problème de conjonction. Il faut qu'on simplifie et qu'on transforme les procédures de la politique commerciale. Et je propose également dans le livre que sur les 27, le Conseil européen élise un comité directeur qui peut être élu pour 18 mois et qui évolue régulièrement, mais un comité directeur de 7 pays représentant l'ensemble des grands pays et des petits pays, mais les 7 seraient co-responsables de la politique commerciale avec la Commission européenne. Sur la politique du droit de la concurrence, la Commission européenne s'est plantée également. Ce que j'aime beaucoup, comme tout le monde, c'est la politique du droit de la concurrence aux États-Unis qui stipule qu'une entreprise qui a une part de marché importante, mais grâce à ses innovations, parce qu'elle rend des services aux consommateurs, on ne va pas lui casser les reins parce qu'elle contribue au bien-être collectif. En Europe, c'est une approche statique où on regarde juste la part de marché. Donc là aussi, il faut que ça évolue. Donc sur ces 2 domaines, il faut que ça évolue. Et sur tous les autres domaines, je propose carrément que la Commission européenne devienne le secrétariat du Conseil européen. Il faut transformer toutes les institutions européennes, parce qu'il y a quand même un moment, le réel, il s'impose. L'Europe a perdu un tiers de sa puissance relative dans le monde en 20 ans. Ouais. Il y a un échec européen colossal. Et ce sont les institutions européennes qui sont très largement responsables de cet échec. Donc il faut transformer... Sauf que là, Christian, face à Trump, ça, c'est du structurel, c'est du long terme. Oui, comment à court terme on répond et on obtient un bon deal pour l'Europe? Oui, alors d'abord, on arrête de faire ce que fait Trump, c'est-à-dire toujours dire que von der Leyen, c'est très bien, ce couple est maléfique, donc il faut casser ce couple Macron-von der Leyen. Il faut provoquer une crise politique au niveau européen pour obliger l'ensemble des institutions européennes à regarder les réalités qui sortent notamment du rapport Draghi. Ce qui est dans le rapport Draghi, ce n'était pas nouveau pour les spécialistes. Le seul intérêt, c'est qu'on en a parlé un certain temps et que ça s'est imposé comme quelque chose qui était réel, si ce n'est qu'il n'y a pas de réaction réelle à ce qui est dans le rapport Draghi. Mais surtout, il faut être très vigilant parce que j'ai tout un chapitre où j'analyse la façon dont évolue la Commission européenne et toute la bureaucratie européenne. Vous savez qu'il y a eu 3 prix Nobel sur la théorie de la bureaucratie dans les prix Nobel d'économie. Donc en termes d'analyse économique de la bureaucratie, je montre que les institutions européennes sont une bureaucratie et que comme toute bureaucratie qui échoue sur ces 2 domaines, résultant des traités de Rome, la politique commerciale, puisqu'on s'est fait pénétrer massivement et détruire des dizaines d'industries, pas seulement le photovoltaïque, mais les pompes à chaleur sont en train d'être éradiquées, les éoliennes européennes sont en train d'être éradiquées, la chimie européenne est en train de tomber. Voilà. Il y a au moins une vingtaine de secteurs qui tombent par une politique stratégique continue de la Chine sans réaction européenne. Donc, que font les bureaucraties qui échouent sur leur domaine de compétences? Elles veulent aller ailleurs. Donc, l'Union européenne veut maintenant s'occuper de la défense de l'Union européenne. Surtout pas, ils vont tout bousiller. Hein. Donc, c'est pas en allant, c'est pas en confiant. Il y a un plan, le plan ReArm Europe, il y a des Non, il faut que l'Europe fasse un effort considérable, mais comme je l'évoque, il faut que ce soit par un intergouvernemental encadré. Pas seulement la Commission. Et cet intergouvernemental encadré peut d'ailleurs utiliser dans certains domaines
certaines compétences de la Commission européenne, mais quasiment sur appel d'offres, hein, où, comme un consultant, la Commission européenne interviendrait auprès des nations qui veulent bouger rapidement. Christian, pourquoi Trump, je reviens à Trump, hein, pourquoi Trump n'a pas mis de droits de douane sur la Russie? Mais c'est ça le scandale absolu, c'est ce que tout le monde a vu. Il a mis des droits, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a mis des droits de douane sur ses alliés et il n'a rien mis sur la Russie en disant c'est un des éléments de la négociation sur l'Ukraine. Alors, ce que j'évoque dans le livre, c'est quelque chose que vous savez évidemment, David, mais les États-Unis ont été pendant 70 ans le pays qui a construit l'ordre stratégique, politique et militaire international jusqu'à Trump 1, qui avait déjà donné des coups de canif, et puis Trump 2, c'est pas Trump 1 en plus, c'est quelque chose de totalement nouveau. Trump 2, c'est le basculement d'une vision continue des États-Unis pendant plus de 7 décennies où c'est en créant un système international ouvert que les États-Unis, à la fois par le hard power et le soft power, pouvaient influencer les politiques mondiales. Et lui, fasciné par Poutine, il veut passer à une vision impériale où il veut se constituer un précaré, ce qui, tout le monde l'a vu, il veut manger le Groenland, il a rêvé de manger le Canada, il a peut-être été surpris que les Canadiens aient élu Mark Carney, dont l'essentiel de la campagne électorale, c'était pour dire « jamais on sera le 51e État américain ». Donc, ce basculement des États-Unis d'une politique d'État de droit international bien construit, même s'il servait les intérêts des États-Unis, ce qu'il ne semble pas comprendre, Trump, mais passer à une vision impériale, de ce point de vue, ça réduit l'influence des États-Unis. Et vous savez que par ailleurs, je suis chroniqueur aux Échos. Là, ma dernière chronique, c'était de dire, en fait, avec Trump, on passe de MAGA à MAZA. C'est-à-dire que de Make America Great Again, on passe à Make America Small Again. C'est-à-dire que ça redevient un petit pays d'Amérique du Nord, extrêmement puissant, extrêmement agressif, mais qui perd toute l'aura de ce qu'il avait construit pendant 70 ans. C'est pour ça que je pense que les élections de mi-mandat de novembre 2026 sont absolument cruciales. Bon, dernière question, on se quitte là-dessus, Christian. Qu'est-ce qui fera Donald Trump à l'expiration de cette suspension de 90 jours, que ce soit avec la Chine, avec tout le monde, sur les droits de douane réciproques? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a des précédents. Quand il est candidat en 2016, il arrive au pouvoir en janvier 2017. Il fait une campagne d'une violence inouïe contre le Mexique et le Canada, déjà, et il attaque l'ALENA. Il dit, c'est monstrueux, ça. Il faut quand même se souvenir que dans cette campagne de 2016, tous les jours quasiment, il disait les Mexicains sont des voleurs et des violeurs. Imaginez qu'il y a un candidat français à la présidentielle qui dise les Espagnols ou les Allemands sont des voleurs et des violeurs comme élément central de sa campagne. Donc passons. Et il avait dit aussi, moi je vais totalement reprendre les choses en main et on va faire un ALENA qui va être bon pour les États-Unis. Il signe en 2018, il est président depuis 18 mois, il signe un nouvel ALENA qui s'appelle l'AEMUC. Il est à 95% le même que l'ancienne ALENA. Donc je pense que Trump... Qu'il remet en cause quand il revient aux affaires. Qu'il remet en cause à nouveau alors que c'est le sien quand il revient aux affaires. Donc là, je pense que le plus vraisemblable, c'est qu'on va avoir des droits de douane de 10% sur l'Europe et l'ensemble des pays autour de l'Europe et peut-être 20% sur l'automobile pour accélérer la construction d'usines aux États-Unis, mais qui va être obligé de revenir à une politique moins violente vis-à-vis de ses alliés, parce que le Pentagone, comme le business américain, se rendent compte qu'une politique violente contre les alliés des États-Unis n'est pas dans leur intérêt. Allez, merci beaucoup. À lire donc, il y a plein de choses là-dedans. Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est aux éditions Odile Jacob et c'est signé Christian Saint-Etienne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David. Salut.